Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Ça va être un mélange mix fiabilité, mix guide d'achat. Pas totalement fiabilité parce que j'ai déjà fait une série 3 46 il y a 1 an et demi maintenant, puisque le temps passe très vite. Et donc aujourd'hui on va refaire une petite mise à jour, mais surtout condensée sur les versions moteur M54, puisqu'en fait la dernière fois qu'on avait fait ce type d'avis, c'était plutôt réservé au moteur M52, donc l'ancienne génération de moteur par rapport à celle-ci de série 3. Donc pour la petite information, déjà en préambule, donc les séries 3 46, donc comme ici, alors ici c'est une compacte, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais bon, pour les nouveaux sur la chaîne, ils ne savent peut-être pas forcément, mais la série 3 46 est vendue en différentes versions, en différentes carrosseries. Ceux de 1998 à fin 2004, début 2005, pour vraiment les toutes dernières, on en voit de temps en temps année 2005. Ensuite, elle a été remplacée par la série 3 90. Et donc l'exemplaire que vous avez sous les yeux, c'est une série 3 E46 compact, mais on a les cabriolets coupés, break, berline traditionnelle qui composent également, la série 3. Et donc la série 3 sur ses 7-8 ans de carrière a eu droit à, en tout cas en essence 6 cylindres, puisqu'on ne va pas parler des autres versions, que ce soit les versions diesel ou essence à 4 cylindres. 6 cylindres, donc comme celle-ci, a eu le droit à 2 générations de moteurs. Il y a eu une évolution à la fin de l'année 2000. Donc l'ancienne génération était animée par des moteurs type M52. Donc ça, je vous laisse aller voir sur la chaîne ceux dont on a déjà parlé sur le moteur type M52. Et là, on va passer donc sur la version type M54, donc qui est la deuxième génération de moteurs 6 cylindres essence, 6 cylindres en ligne, toujours comme d'habitude chez BMW, en tout cas pour BMW qui se respecte. On est sur du 6 en ligne, on n'est pas sur autre chose. On va quand même faire un petit bilan rapide sur l'ensemble qualité carrosserie intérieure. Et donc comme d'habitude, on va commencer par la partie extérieure de la voiture, avec dans un premier temps donc une qualité générale qui est quand même d'excellent niveau, de très bon niveau, que ce soit en termes d'application de peinture, de qualité de vernis, de qualité de peinture. Ça résiste plutôt bien. Là, la voiture n'est pas extrêmement propre, les conditions météo en ce moment sont franchement pas fabuleuses. Et malgré ça, le vernis est encore de très bonne composition. Même on peut voir des reflets assez importants sur l'ensemble de la peinture de la carrosserie. Après, dans les petits griefs, je dirais, de celle-ci, c'est plutôt les petits plastiques d'accastillage qui posent vraiment problème. Genre la baie de pare-brise qui a tendance, alors la mienne elle est encore assez propre, mais souvent elle a tendance un petit peu à se casser comme ça, et en termes de finition c'est pas très joli. Même de l'autre côté elle est encore assez belle, la mienne, donc ça c'est plutôt pas mal, mais souvent ça a tendance à partir un petit peu en lambeaux sur le 46. Alors la mienne n'a pas trop de kilomètres, elle a 126 000 127 000 km là en ce moment. C'est une voiture que j'ai achetée il y a 3 ans et elle avait 90 000 km à l'époque. Et c'est une 325i au 46, donc avec le moteur M54. Donc effectivement, les baies de pare-brise ont tendance à lâcher. Donc voilà, pour les plus amoureux des détails, il va falloir penser à remplacer ça. Parfois les joints, alors c'est un peu moins vrai sur les 4 portes et les 3 portes comme celle-ci, comme la compacte, mais c'est surtout sur les coupés et les cabriolets, les joints entourant les vitres, etc. Elles sont également de pas très bonne qualité. Et c'est pareil, ça vaut assez cher. De mémoire, ça va coûter 200-300 € le tour de vitre. Ce qui est, quand vous faites x4, ça fait 1200. Vous rajoutez la baie de pare-brise, vous êtes à 1500, etc., etc. Enfin bref, ça peut vite chiffrer. C'est pour ça que j'en parle un petit peu. Moi, le seul défaut esthétique réellement que j'ai sur cette voiture, qui a 17 ans aujourd'hui, finalement, c'est ce truc qui a toujours un peu décollé. Alors, je pense que ça fait tout le temps la même chose sur les compacts, mais en tout cas, sur celle-ci, sur la mienne, j'ai eu ça dès l'achat.
donc il y a 3 ans. Elle avait 14 ans à l'époque, toujours ça aujourd'hui puisque je m'en suis jamais occupé. Après pour le reste, c'est une voiture qui a eu toujours une utilisation parisienne, donc elle a malheureusement quelques coups et blessures, hein, comme les rayures sur les baguettes, pareil je l'ai eu comme ça. Et le décrochement du pare-choc, alors j'en parle pas parce que c'est pas forcément général, mais puis ça a tendance un peu à se reclipser. Mais là je pense qu'elle a subi les affres des stationnements parisiens de manière assez nombreuse. On peut voir qu'il y a une petite bosse ici, mais malgré le fait qu'elle ait passé sa vie, donc les 14 premières années de sa vie dans Paris et dans des secteurs assez privilégiés je dirais, mais malgré tout on sent qu'elle a subi les stationnements quotidiens dans Paris à l'extérieur. Peinture est très brillante, évidemment elle a quelques coups sur la carrosserie, mais l'ensemble, je crois qu'il n'y a qu'une porte qui a été repeinte, je crois que c'est celle-ci, je vais regarder les détails, mais sinon pour le reste l'ensemble de la carrosserie est d'origine. Et du coup malgré les coups qu'elle ait pris, la peinture elle s'est pas ou très peu cloquée. Voilà, il y a ce genre de truc, mais franchement ça reste tout à fait acceptable. Évidemment les jantes, elles ne perdent pas leur vernis malgré différents nettoyages. Elles ne perdent pas leur vernis quelles que soient les versions de 46. Alors à part évidemment peut-être les M3 avec les jantes un peu brillantes et tout machin. Mais là c'est vraiment très particulier. Mais sur l'ensemble des jantes, que ce soit enfin l'ensemble des jantes en 15, en 16 ou en 17, elles sont plutôt de bonne facture. Et à moins de forcer vraiment sur les trottoirs, elles prennent pas facilement les marques, donc c'est plutôt des jantes de qualité. Donc ça c'est plutôt pas mal de ce côté là. L'intérieur n'est pas en reste hein, sur cette génération de BMW. C'est ce qui se faisait je pense de mieux. Il faudra regarder vraiment les dernières pour voir comment c'est. Là je suis pas assez calé sur le sujet, mais en tout cas entre une E46 et une E90 il n'y a pas photo, c'est carrément mieux. Elle était beaucoup mieux aussi que la E36 qui avait régressé par rapport à la E30 en termes de qualité générale. La E46 franchement c'est vraiment de très bonnes factures, de très bons niveaux. J'ai pas grand chose à lui reprocher, si ce n'est ici sur l'écran de GPS. Pour celui qui a l'option, souvent il y a des pixels d'écran qui ont tendance à sauter, donc ça c'est un petit peu dommage. Et ça j'ai vu ça de manière assez récurrente sur différentes versions de BMW, hein, que ce soit les séries 3, les séries 5, les X5, etc. Quand il y a l'option GPS comme ça sur ces versions du milieu des années 2000, elles faisaient tout le temps le même modèle. Et les écrans je trouve qu'ils petit à petit perdent leurs pixels. Les pixels sautent un peu moins que sur le E39. Sur ces compteurs là en général ça tient un petit peu mieux que sur le E39. Là les compteurs là au centre, moi j'ai pas de retour comme quoi les écrans lâchent. Tout le reste du compteur est plutôt de bonne qualité. Finalement l'ensemble est plutôt pas mal. Quand les voitures ont été dans des pays très chauds, exposés au soleil, parfois le bois il peut lâcher, etc. Mais là, bon, c'est plutôt d'excellente qualité. Et franchement, ça reste très longtemps d'excellente qualité. Là, j'ai l'option siège sport. On peut voir que le cuir est pas particulièrement abîmé. Pareil, il n'a pas fait l'objet d'attention particulière. Alors moi, évidemment, je l'ai bien nettoyé. J'ai mis un certain nombre de produits, etc. pour le sauver, mais j'ai pas triché en remettant différentes crèmes ou différents produits de reteinte, etc. qui peuvent exister sur le marché. Il est brut et on peut voir qu'il n'a pas sauté. Alors la voiture elle a que 127 000 km, mais malgré tout elle a quand même 17-18 ans, donc elle a quand même pas mal été utilisée. Et puis comme elle a fait aussi beaucoup de régions parisiennes et beaucoup de Paris, finalement je pense qu'en termes d'heures d'utilisation elle a beaucoup servi, mais par contre elle n'a pas servi sur de longues distances, ce qui pourrait être le cas contraire de quelqu'un qui utiliserait la voiture uniquement sur autoroute. Il ferait tout de suite beaucoup plus de kilomètres, mais pas forcément plus de temps dans l'auto. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément regarder le kilométrage d'une voiture de manière certaine. Une voiture qui fait 100 000 km dans Paris souffre beaucoup plus que, moi j'en sais rien, un mec qui fait Lille-Perpignan de manière quotidienne et qui arrivera à 100 000 km assez vite. Il irait d'ailleurs beaucoup plus vite pour faire 100 000 km qu'un gars qui fait, j'en sais rien, pour les franciliens, Bagnolet, Trocadéro. Et forcément la voiture est beaucoup plus usée en faisant Bagnolet, Trocadéro tous les jours, alors que ça représente 10-15 km qu'un gars qui ferait Lille-Perpignan. La voiture serait beaucoup plus fatiguée.
Et du coup, malgré le kilométrage relativement faible, on peut voir que le cuir est également d'excellente facture, il n'y a aucun problème. Donc finalement, à l'intérieur, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Même le volant qui a été conduit par des propriétaires de bagues un peu trop agressives, le cuir reste encore en place. Donc, excellent intérieur, très bonne qualité extérieure, quelques défauts. On fait, je vous dis, partie de ce que BMW a voulu faire de mieux. Et je suis pas sûr que les générations actuelles soient nettement mieux que celle-ci en qualité générale. Pour ce qui est de la partie châssis de cette BMW, il y a une... comment dirais-je? Alors au niveau échappement, etc., il n'y a pas d'usure particulière. Mais après, on va revenir sur la partie échappement avant. En tout cas, sur les parties intermédiaires et silencieux, pas d'usure particulière. Après, par contre, on peut signaler que quand il y a des problèmes de train avant sur ces BMW, il faut en général changer l'ensemble des pièces. Donc, c'est rarement qu'une simple rotule à changer ou une simple barre stabilisatrice, comme on pourra avoir éventuellement sur les marques françaises. Ça va beaucoup être directement le châssis, parce que finalement il y a beaucoup de comment dire, ça travaille beaucoup, les moteurs sont assez lourds, donc l'ensemble du train avant est souvent très fatigué en même temps. Donc il existe des kits complets de bras et de rotules à vendre sur les sites internet. Évidemment, il faut éviter les marques premier prix de certains constructeurs, de certaines marques. Il faut prendre des marques avec des noms bien allemands, bien durs. La qualité s'en ressent aussi bien dans la facilité de montage qu'évidemment dans la durée de vie de la pièce. En moyenne, alors là les miens ils commencent vraiment à fatiguer. Les symptômes, ça peut être des tremblements soit au freinage, soit à l'accélération, une direction un peu moins précise. Il peut y avoir différents symptômes en question. Là moi l'ensemble des pièces sont d'origine. La voiture a 127 000 km. Grosso modo c'est la durée de vie, c'est entre 100 000 et 150 000 km. Pour une voiture qui a été utilisée normalement, hein, j'entends, il y a évidemment certains pilotes du dimanche qui, sans faire de pub à qui que ce soit, ou des pilotes du vendredi ou du samedi, ou enfin quand vous voulez, qui vont changer de manière très prématurément certaines pièces. Là pour le coup il n'y a pas d'usure anormale, mais par contre il faut changer l'ensemble du kit. Ça vaut quelques centaines d'euros si on le fait soi-même. Encore une fois, après si c'est un pro qui vous le fait, là c'est un peu plus pour ce qui est des freinages, des pièces de freinage, ça s'use pas plus que la moyenne. Bonne durée de vie également pour les pneumatiques, que ce soit à l'avant, à l'arrière. Évidemment c'est une propulsion, donc, mais pour une voiture à propulsion ça s'use pas plus vite que la moyenne. Comptez bien 25 000 km sur les pneus arrière, et à l'avant ils étaient déjà montés sur l'auto quand je l'ai eu, ils sont toujours là dessus. Donc là ça fait 37 000 km qu'on a la voiture. Ils étaient propres quand on l'a eu, et ils sont encore tout à fait corrects. Donc je pense qu'il y a au moins 50-60 000 km à l'avant tranquille, en utilisation normale encore une fois. Et à l'arrière je pense que ça tient 25 000 km sur ces versions 6 cylindres sans trop de problèmes. Mot récurrent sur les E46, mais alors est-ce que j'ai eu de la chance dans ma vie? Est-ce que je sais acheter une voiture, ou est-ce que c'est en fonction de qui utilise la voiture? Mais à ce qui paraît, un mal récurrent de la E46, c'est les défauts de train arrière. Moi j'ai jamais eu à voir à ce problème là. J'en ai eu bien plus qu'un certain nombre de personnes en France et en Europe de E46. J'en ai eu une pelletée, des diesels, des essences, etc. etc. J'ai eu des 6 cylindres, j'en ai eu quelques-unes sur une période relativement longue, hein, sur une quinzaine d'années, j'en ai eu pas mal. J'en ai jamais eu de problème de train arrière. Donc peut-être que j'ai eu de la chance, j'en sais rien, mais effectivement quand vous parcourez les forums, un certain nombre de problèmes apparaissent à ce niveau-là, au niveau des fixations des trains arrière des voitures, donc qui ont tendance à se décoller, à s'arracher. Donc évidemment ça ne passe pas au contrôle technique. Pour moi ce problème là existe sur des voitures qui ont été conduites de manière anormale et inadaptée.
Peut-être que je me trompe, certainement que certains vont me commenter en me disant gna 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 gna. Je m'en fous, c'est mon avis est comme ça. Malheureusement, moi j'en vois depuis 20 ans des E46, 20 ans que je suis dans les voitures, 20 ans que je vois des E46, j'en ai jamais vu, j'en ai jamais eu connaissance. Et toutes celles que j'ai vendues, il y a des E46 qui avaient bien plus de 200 000 km, qui avaient un train à air d'origine et non retouché et non craqué. Donc voilà, moi j'en ai jamais eu, je prétends pas tout connaître, mais j'ai un niveau quand même assez intéressant, je pense. Et en tout cas, j'en ai pas eu, mais il est vrai que sur le marché de l'occasion, ça existe, ce type de voiture. Donc soyez particulièrement attentifs avant l'achat d'une 46 à regarder le train arrière pour savoir s'il est craqué. Moi, de fait, j'exclus automatiquement si je vois une 46 avec un train arrière craqué. Je sais que la voiture a été mal conduite, c'est sûr et certain. Si elle est conduite normalement, pour moi, ça ne bouge pas. Voilà, c'est mon avis. Mais effectivement, si vous convoitez l'achat d'une 46, que ce soit un break, une berline, une manuelle, une automatique, ce que vous voulez, regardez le train arrière pour voir comment il est fait. Et plus la 46 est puissante, plus vous avez de chance évidemment d'avoir des problèmes de train arrière sur cette voiture. Avec évidemment, ça se refait. Il y en a, je pense, pour 2000 € chez un carrossier à refaire ça. Évidemment, on en profite pour changer les parties qui peuvent se changer, même si c'est pas usé, puisque on dépose tout. Mais donc c'est un bon billet de 2000, je pense, pour refaire ce travail-là. Encore une fois, moi je l'ai jamais eu, j'ai jamais eu le cas, j'ai eu cette chance. Peut-être qu'un jour j'aurai le cas et je dirais bah j'ai eu le cas et puis voilà. Mais bon, jusqu'à maintenant je l'ai pas eu. Mais c'est un mal qui existe. Faites très attention à ce point-là. J'ai oublié un petit détail sur la carrosserie qui existe. C'est les haricots de calandre qui ont tendance à bouger. Voici la bête, voici le 6 cylindres avec différents problèmes et différentes interventions et les informations à savoir au sujet de cette mécanique, qui est donc dans l'ensemble une mécanique extrêmement fiable, mais qui demande un certain nombre de points d'attention. Premier point d'attention, il y a quelques capteurs électriques qui peuvent poser problème sur cette voiture, que ce soit des capteurs d'Arbracam, des capteurs de, j'en sais rien, de Vanos, des bimètres, ce que vous voulez, qui peuvent poser problème dans la vie de la voiture. Il faut savoir qu'il n'y a pas de récurrence particulière à l'usure de ces pièces-là, mais il peut exister des remplacements à faire. J'exclus de fait automatiquement, par mon expérience encore une fois, parce que je me suis fait berner 1000 fois avec ces trucs là. À un moment donné, c'est évident que je me fais plus berner. Les différents capteurs, que ce soit des trucs des débitmètres ou autre chose, comme je l'ai dit il y a quelques instants, BMW uniquement, le reste ça marche pas. Que vous mettiez du Bosch, que vous mettiez du Valeo, du premier prix Ridex ou autre chose, ça ne fonctionnera pas. Votre défaut il restera là, ou alors il va marcher 2 semaines et ça va redéconner machin. Vous allez chercher des pannes pendant 107 ans. Capteurs BMW, ils sont un peu plus chers, mais je sais pas pourquoi ça marche. J'ai même fait le test sur différents capteurs avec entre autres la marque Ella, et qui était le fabricant officiel des capteurs les capteurs d'origine de cette voiture. Je mettais du Ella, ça marche pas. C'est comme ça, il faut pas chercher plus loin. Et ce soit différentes choses, hein. Même capteur de niveau d'huile, des fois ça peut allumer au tableau de bord, ça vous fait un petit voyant jaune d'huile, c'est pas grave, il faut le changer. J'ai mis un capteur et là ça marchait pas, on met un capteur BM, ça marche. Capteur de position, de ce que vous voulez, ça c'est pareil. Comment ça s'appelle, les sondes lambda, c'est pareil, les débitmètres c'est pareil. Et j'ai vu d'autres youtubeurs ou d'autres avis sur internet qui confortent ça. Arrêtez d'acheter des capteurs ailleurs que chez BM, ou alors acheter des capteurs d'occasion qui ont été accidentés, hein. Si c'est un problème de budget, vaut mieux acheter un capteur d'occasion BMW, on en trouve sur eBay, qui sont fonctionnels, qu'un capteur neuf chez Autodoc ou Oscaro ou je sais pas quoi qui est pas de BM. Si c'est un problème de budget, moi je fais comme ça, parce que des fois on n'a pas envie de mettre, j'en sais rien moi, le capteur de niveau d'huile par exemple, il vaut 132 € je crois chez BM, il vaut peut-être 60 € chez Autodoc en capteur de marque, donc il est 2 fois moins cher, mais vous êtes sûr qu'il marche pas. Donc au moins
Ce qui est dit, donc il y a différents capteurs effectivement qui peuvent lâcher durant la vie de la voiture, mais quand même malgré tout de manière moins récurrente que d'autres voitures. Donc je les ai cités, hein, entre autres débitmètre, les capteurs de position d'Arbracam, les sondes lambda aussi qui peuvent céder de manière non chronique, je dirais, mais qui existent. Capteur de niveau d'huile, hein, qui se remplace éventuellement en même temps que la vidange. Donc ça c'est pour certaines choses, mais rien d'exceptionnel de ce côté là. Autres pièces qui peuvent céder, et c'est ce qu'on appelle la vanne CCV ou vanne de séparateur d'huile ou ce que vous voulez. Bref, il y a différents termes, pour appeler ça. En gros, c'est un bocal de récupération d'huile. Donc la vanne CCV, c'est une vanne de dégazage en fait qui vous permet de séparer les résidus d'huile des résidus de gaz d'échappement qui peuvent passer dans le moteur. Et en gros, pour faire simple, il y a une sorte de séparation qui se fait pour remettre de manière assez précise un peu d'huile et un peu de gaz d'échappement dans le haut du moteur pour le maintenir sous une certaine pression pour qu'il fonctionne correctement. Je ne sais pas si ce que je dis a été très clair, mais le fonctionnement vous le retrouvez assez facilement sur YouTube si vous avez besoin. Vous retrouvez un certain nombre d'informations là-dessus. Cette pièce là est à remplacer de manière assez régulière avant que ça tombe en panne. Si cette pièce là est en défaut, il y a différents symptômes qui peuvent se trouver facilement. Déjà, il y a une fuite qui peut se faire de manière assez évidente sur le côté droit. Quand on regarde le moteur, il peut y avoir des écoulements d'huile qui se fait. Quand on ouvre le bouchon d'huile, moteur en route, si on ouvre le bouchon d'huile, il y a beaucoup d'aspiration qui se fait. Et là, la vanne est HS. Alors que là, si je démarre le moteur, j'ai pas du tout d'aspiration. Le moteur a une pression. Enfin, il y a un peu d'aspiration, mais il n'y en a pas de manière excessive. Ça, c'est un deuxième point. Et il peut y avoir évidemment, s'il y a trop de pression dans le collecteur, dans ce collecteur et donc dans l'admission. Donc l'admission, c'est la partie supérieure du moteur. Il peut y avoir évidemment certains joints qui lâchent. Et en premier, c'est souvent le joint de carter d'huile, qui est donc le joint supérieur, ou les joints qui entourent les bougies au centre. Joints qui de toute façon ont tendance à sécher tous les 50-60 000 km en général. On est obligé de se coltiner ce joint là. Donc petit remplacement à prévoir. C'est pas très coûteux encore une fois si vous le faites vous-même. Et c'est assez intéressant à faire. Moi je l'ai fait il y a 30 000 km et je vois que ça commence à être gras. Voilà, et peut-être également une erreur de ma part, j'ai pas mis un joint BMW, et peut-être qu'il faut mettre un joint BMW pour que ça dure plus longtemps. Vous voyez, comme quoi, même moi qui dis de faire ci ou ça, et malgré tout, il faut quand même, je pense, mettre du joint BM, parce que vous voyez, ça commence à fuir de ce côté-là. Point négatif essentiel pour moi sur cette voiture, qui est un point cumulé, c'est le refroidissement sur ces moteurs BMW. La pompe à eau doit être remplacée de manière préventive aux alentours de 100 000 km. Ça me paraît assez évident à dire. C'est du préventif. On n'attend pas qu'elle lâche pour le remplacer. Moi je l'ai fait, alors, il y a encore les résidus d'inscription, je l'ai fait en juillet 2020, donc il y a 1 an et demi. Ça se fait relativement simplement si on est un minimum outillé, un minimum confiance. Dans de nombreux garages qui le font, ce type d'opération, la pompe à eau vaut pas excessivement cher. On peut mettre de la marque allemande sans aller chez BMW pour le coup. Le tout, c'est d'avoir une pompe à eau avec entièrement en alu et pas en partie plastique, parce qu'elle peut se désagréger. Le problème de ça, c'est que souvent on attend pour faire la pompe à eau, on la fait pas ou on n'y pense pas parce qu'on ne connaît pas, et la pompe à eau peut lâcher. Éventuellement, il peut y avoir d'autres pièces qui peuvent lâcher, type Calorsta, etc. Donc, deux choses, c'est que non seulement les pièces peuvent lâcher, et ça peut vous causer un problème X ou Y de refroidissement au niveau mécanique. Et il y a beaucoup de chaleur sous ces moteurs, parce que ce sont des moteurs 6 cylindres, hein, qui sont quand même assez à l'étroit dans ce compartiment moteur. Donc ça chauffe beaucoup dedans.
faut faire attention à ça, au refroidissement, et d'autant plus que la purge de refroidissement est pas aisée à faire. Beaucoup d'amateurs essayent de faire ce type de travail et s'y cassent s'en mordent les doigts parce qu'ils n'arrivent pas à purger la voiture. Donc il y a différentes techniques pour le faire, soit lever la voiture sur la partie avant pour essayer d'écouler au maximum les bulles d'air, soit mettre un grand entonnoir au niveau du bocal qui également a tendance à céder. Moi j'ai eu à le remplacer. Pareil, autre chose que du BM sur ce bocal là, ça marche pas. Le bocal qui est ici, le bocal de refroidissement qui vient s'accrocher sur le radiateur, a tendance à lâcher. Moi, pour dire, en 35 000 km avec cette voiture, j'ai eu le bocal à changer, j'ai eu la Calorsta à changer, j'ai eu la pompe à eau à remplacer, j'ai eu une durite d'eau, la grise là qui est ici, à remplacer, qui m'a cédé, et tout ça en cumulé. Donc j'ai dû faire 5 fois la purge d'eau sur cette voiture en 30 000 km. Malheureusement, j'ai pas eu de chance. Mais c'est comme ça, c'est la vie des... Pour moi, c'est le point noir de ce moteur-là, c'est le refroidissement. Donc, mais une fois qu'on maîtrise la technique pour le faire, bon, finalement, ça se fait bien, mais il faut maîtriser la technique pour le faire. Et quand on regarde les annonces, il y a énormément de voitures que vous allez trouver sur les différents sites d'enchères ou Le Bon Coin, enfin peu importe, où il va y avoir des problèmes de joints de culasse qui peuvent être vrais. Parce qu'effectivement les mecs ont attendu et voilà, problème moteur qui peut se faire, mais des fois il n'y a pas du tout de joint de culasse et c'est simplement une purge qui a été mal faite ou une pièce qui est défectueuse, et là c'est un pari que vous pouvez tenter, mais vous n'êtes pas sûr de gagner à ce sujet là. Donc une fois qu'on a abordé les problèmes de refroidissement, qu'on a abordé évidemment les problèmes de capteurs qu'il faut acheter chez BMW, bobine d'allumage aussi, hein, BMW, ça sert à rien d'acheter autre chose, ça marchera, vous avez peu de chances que ça fonctionne correctement. Deux dernières choses où on va aller relativement vite, il y a une récurrence un peu moins importante, en tout cas pour des problèmes de bloc ABS. Parfois vous avez le voyant ABS, ESP, DSC qui s'allume au tableau de bord. C'est très rarement un capteur, ça peut arriver que ce soit un capteur, c'est très souvent le bloc ABS qui est là-dessous qu'il faut remplacer, qui vaut une petite fortune et qui est un peu chiant à changer. Donc il faut le savoir, c'est une possibilité. Donc encore une fois, si vous convoitez une voiture sur le marché avec ses voyants affichés anti-patinage ABS, parfois c'est un capteur, on a de la chance, encore une fois le pari se tente, mais par contre ça peut être ce bloc là ABS, et là ça vaut un peu de sous, ça vaut je sais pas 200, 500, 1000 euros, ça dépend si vous l'achetez neuf ou pas. Et dernière chose qui est un peu plus récurrent sur les E46, c'est des problèmes de fuite d'huile de direction assistée qui peuvent être dus à différentes durites. Ça peut être le bocal ici, ça peut être une des durites qui va à la crémaillère. Donc ça c'est autre chose qu'il faut avoir à contrôler sur ces BMW là. Sinon pour le reste, d'un point de vue mécanique, c'est plutôt très solide, hein. On peut enchaîner les kilomètres assez facilement, mais ça demande un entretien assez méticuleux à faire une fois par an maximum, ou 20 000 km, et encore même 15 000 km, parce que maintenant les voitures commencent à prendre de l'âge, hein. Faut pas forcément se fier au carnet d'entretien. Donc 15 000 km ou un an, pour moi c'est le maximum pour les entretiens de ces voitures là, et tous les périphériques accessoires doivent se prendre chez BMW, c'est très important, même si c'est de l'occasion, prenez-le chez BM. Dernier point, puisque là moi j'ai la boîte auto sur cette voiture et ça me fait penser, la boîte auto est extrêmement solide, extrêmement fiable, aucun problème à déplorer, si ce n'est de faire un entretien tous les 60 000 km. Voilà, moi je l'ai fait à 107 400 en juillet 2020, parce que j'avais pas d'histoire sur la boîte. Je pense qu'elle avait déjà été faite, mais par défaut je l'ai faite à ce moment là, donc je la ferai peut-être de manière un peu rapprochée, parce que ça me dérange pas de le faire. Il y a un process pour faire l'entretien de la boîte de vitesse automatique, mais elle ne pose aucun problème particulier tant que c'est conduit et entretenu de manière normale. J'ai oublié une petite chose, c'est la note. Pour moi la E46 c'est une très bonne référence en 6 cylindres essence. Malgré tout, il y a, comme je disais tout à l'heure, un point interrogatif, c'est le train arrière.
sur cette voiture là, moi je l'ai jamais eu, mais je vais quand même prendre en compte sur ma note le fait qu'il y ait le problème existant de train arrière, le problème de refroidissement qui est assez récurrent sur ces voitures là, qui est un petit peu embêtant, et le fait de mettre obligatoirement des capteurs BMW qui peut être assez contraignant. Donc ces trois choses, ces trois défauts sur la voiture me donnent à penser qu'il faut donner 15 sur 20 sur cette voiture. C'est une excellente note, hein, quand on voit ce que je donne sur les autres modèles et les autres marques. C'est une excellente note, 15 sur 20. C'est un très bon modèle, mais avec un certain nombre de points à vérifier, et donc vous pouvez y aller, mais il faut être très précautionneux avant l'achat de cette voiture. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter et à partager bien sûr Le Garage PTS sur YouTube. Merci à vous, à bientôt.